Albert Camus écrivait: «Créer, c'est vivre deux fois». C'est une phrase puissante. Elle nous rappelle que lorsque l'on crée, on ne fait pas seulement un geste artistique. On donne une seconde vie à nos émotions. On transforme nos ressentis et on s'offre un espace d'expression d'une liberté absolue. Mais comment passe-t-on du monde très structuré des grandes écoles à cette liberté de la création? Comment la peinture, la céramique ou la littérature deviennent-elles des ancrages pour mieux habiter notre monde? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Margot Cléache. Née à Paris, diplômée d'HEC et forte de 6 années passées en cabinet de conseil, Margot a fait le choix de la passion. Elle a cofondé Le Pan en 2020 aux côtés de Juliette Philippi. Le Pan, c'est cette magnifique maison d'ateliers créatifs qui réinvente notre rapport à la pratique artistique, au lâcher-prise et à la culture, avec un regard résolument moderne, féministe et engagé, inspiré par la puissance des mots, comme ceux de Marie Darrieussecq, qui écrivait: «Vivre ici est une splendeur». Margot vient partager avec nous sa vision de la créativité comme levier d'épanouissement et de reconnexion à soi. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Margot, Bonjour Cécile. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis ravie d'être sur ton podcast. Merci. Je commence toujours par une première question qui est sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui te représentent et qui te guident dans ta vie et dans ton travail? Ah, c'est une très belle question. J'ai un petit peu réfléchi avant de venir et je dirais que la première que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui avec toi, c'est une valeur qui me tient à cœur et que j'ai vocation dans ma vie à essayer de diffuser au plus grand nombre, c'est la créativité. En fait, j'ai créé Le Pan il y a 6 ans. C'est un endroit où on diffuse la créativité sous toutes ses formes. Et pour moi, c'est vrai que c'est ce que je souhaite transmettre au monde. C'est ce que j'essaye de muscler aussi parce que c'est un super pouvoir, la créativité. Donc dans mon quotidien, j'essaye d'être, moi-même, de plus en plus créative, parce que je trouve que c'est essentiel pour, se connecter, on va dire, à ce qu'il y a de plus humain en nous, notamment aujourd'hui où on parle d'intelligence artificielle, aussi où on traverse crise sur crise. Et donc, c'est aussi pour moi, la créativité, un moyen de se réinventer, de se différencier, de trouver toujours de nouvelles idées. Euh, et donc, pour moi aussi, la créativité, en fait, il y a plein d'autres valeurs qui peuvent découler de la créativité. Je pense, par exemple, à la sensibilité. Parce que C'est une belle valeur, ouais, sensibilité. parce que la sensibilité pour moi, voilà, c'est être sensible aux autres, être Mm. sensible au vivant, être sensible, être ouvert en fait au monde. Et c'est Camus qui disait créer, c'est vivre deux fois, que je Oh. trouve une très belle citation. Et pour moi, ça veut dire effectivement être dans cette hypersensibilité qui nous permet en fait d'absorber la vie, d'être en profondeur, de s'intéresser aux autres, aux choses, etc. Donc, je dirais que la sensibilité, c'est aussi une valeur qui me Du tient coup, à tu cœur. tu fais le lien entre sensibilité et hypersensibilité. Pour toi, c'est un peu corrélé ou c'est, un Euh, plus de la sensibilité? oui, bah alors je saurais pas exactement comment le définir d'une manière médicale, on va dire, ou psychologique, mais je pense qu'effectivement, je crois que c'est 20% des gens qui sont hypersensibles, Mmh. donc c'est quand même très fréquent. Et c'est une sensibilité exacerbée aux émotions, mais aussi à la lumière, aux couleurs, aux odeurs. Et, euh, et voilà, et D'où je trouve ce que lien, enfin, avec la créativité. exactement. Et en fait, je pense que quand on crée, on est pleinement en fait dans notre sensibilité, quoi. Donc, je trouve que c'est aussi une très belle valeur. Une autre pour moi valeur qui découle de la créativité, ça peut être aussi de la liberté. Euh, Parce que en fait, être créatif, ça veut pouvoir dire aussi inventer de nouvelles routes, en fait, réinventer sa vie, tracer son propre chemin. Euh, et donc, je dirais que la liberté, c'est une valeur qui me guide aussi beaucoup. Et enfin, je parlerai aussi de curiosité. Hem, c'est quelque chose,
qu'il faut que je développe, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette notion de curiosité parce que pour moi, c'est ce qui nous empêche aussi de se reposer sur ses acquis, on va dire, d'être toujours à l'affût de nouvelles choses à découvrir, d'être dans cette perpétuelle quête de découverte, de se dire qu'on ne sait rien. Et je pense que quand on est créatif, on est aussi très curieux, on est très ouvert au monde, on absorbe voilà, pleinement les nouvelles choses. Et la curiosité, je trouve que c'est vraiment une forme d'intelligence émotionnelle très, très forte. Donc c'est, 4 valeurs, c'est vraiment, ce qui te ressemble. Donc c'est, créativité, sensibilité, Oui. liberté et curiosité. Est-ce que tu crois que tu peux détailler la liberté? Est-ce que c'est la liberté, autant de large de la créativité ou liberté de soi, de son expression? Qu'est-ce que tu mets en fait? Est-ce que un petit peu plus de détails sur la liberté? Ouais, alors, d'un point de vue personnel, hein, c'est pour moi, me sentir libre, c'est, une condition, on va dire, pour, me sentir, heureuse et donc me dire que, je peux inventer ma propre vie, que je ne suis pas, déterminée, par, des mécanismes, des schémas, intergénérationnels, ce genre de choses, que je peux, voilà, Mmh. prendre des décisions qui me sont propres, hem et trouver, voilà, des chemins, en fait, des voies, qui sont uniques, quoi. Ouais. Et sur la curiosité, du coup, c'est, de tout? Ou est-ce que pareil, est-ce que tu peux un petit peu plus creuser sur cette valeur qui m'intéresse parce que c'est rare qu'on parle de cette valeur-là? Donc est-ce que toi, tu aurais envie d'en détailler, de dire plus dessus? Hem, alors d'un point de vue, tu veux dire moi, mes points de Oui. curiosité, bah, je relierais peut-être ça à mes passions, Ouais. forcément, c'est là où j'ai le plus de curiosité. Donc j'ai, un premier volet dans mes passions, je dirais, c'est vraiment la pratique artistique et l'art en général. Je fais de la céramique depuis que je suis toute petite, donc ça, c'est vraiment un premier er un hobby très, très important dans ma vie, on va dire. Ça fait 30 ans que j'en fais. Oui. J'ai commencé la peinture il y a quelques années aussi et je suis, voilà aussi, à fond là-dedans. La couleur, les matières, j'ai essayé plein de techniques de peinture différentes et je commence un peu à trouver, ma voie là-dedans. Et puis aussi, la littérature, le théâtre, voilà, il y a énormément de choses qui attisent ma curiosité. Et du coup, quand tu es curieuse, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à l'expérimenter, ou ta curiosité s'arrête juste à se renseigner dessus? Alors ça va dépendre, je peux pas tout expérimenter faute de temps, mais c'est vrai que je suis assez obsessionnelle. J'ai un caractère, où j'ai des points comme ça, où j'ai envie de creuser à fond, jusqu'au bout et puis je me lasse pas trop. Donc j'ai un profil assez voilà, qui ne se lasse pas donc je peux aller assez loin dans une passion, pour assouvir ma curiosité, ouais. Ah oui. Oui, donc la curiosité ne s'arrête pas juste à connaître. Tu vas vraiment, au bout, peut-être de savoir, ce qu'il en est. Ouais, ouais, c'est Peut-être ça. en parler peut-être? Oui Ou et puis je trouve qu'en fait, quand on rentre dans un domaine ou dans quelque chose qui est dans un point d'intérêt, on se rend compte, il y a une fameuse courbe comme ça, on se rend compte petit à petit qu'on découvre, ce domaine-là qu'en fait, on ne sait rien, quoi. oui, C'est assez vertigineux, quoi. d'accord. Hem et j'aime bien, moi, ce sentiment-là, de se dire: «Oh là là, il y a tout ça à découvrir». Mmh. Merci pour ces valeurs. Avant de dire précisément ce que tu fais ou en tout cas tu l'as déjà dit, un petit peu, j'aimerais te demander si pour toi la créativité peut être un outil pour gérer ses émotions? Alors, oui, un grand oui, Oui. évidemment. Il y a, des études, hein, enfin, c'est pas mon avis là qui va prévaloir, c'est vraiment, il y a eu des études, hem, qui ont montré en fait, que ça a vraiment un impact sur notre cerveau. D'accord. Donc, il y a par exemple, une étude de 2016 qui a montré que la pratique, artistique, faisait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone, du stress, de 75 Oui, au bout de 45 minutes. Donc, voilà, d'accord. c'est pas énorme 45 minutes, on peut tous, trouver un petit peu de temps pour ça. Et puis,
Ouais, je pense que d'un point de vue plus général sur les émotions, c'est vrai que ça permet de, à la fois les canaliser, je pense, si on est dans un moment de trop plein d'émotions. Je pense par exemple à la céramique où il y a ce contact avec l'argile qui permet vraiment de faire, passer ces émotions, physiquement dans la terre, je trouve. Mmh. Hem, c'est très sensoriel en fait et la terre, retient tout ça. Vraiment on le sent quand on fait de la céramique. Et puis, au-delà de les absorber, je pense que ça peut être aussi un exhausteur, quoi. On peut s'exprimer pleinement, en fait. Je pense, au théâtre, enfin, voilà, il y a dans n'importe quelle, pratique artistique, on peut, aller vraiment en profondeur de soi, de qui on est, s'exprimer complètement. Mmh. Et sans jugement et sans Ouais, idéalement. Ouais. oui, jugement, auto-jugement L'auto-jugement, ouais. ou du coup, d'autres. Ouais. Ah, et donc c'est heu, donc cet outil en fait de la créativité de manière, large, hein, j'ai envie de dire, que tu vas utiliser par exemple, pour, gérer la colère? Oui, c'est vrai, ça peut m'arriver dans les moments, je trouve que c'est un bon outil. Après moi la colère, j'essaie de l'accueillir aussi, enfin toutes Ouais. mes émotions négatives, hem et pas forcément chercher à les contrôler. Je pense notamment à plusieurs, moments dans ma vie où les émotions, on peut dire, négatives, même si j'aime pas trop ce mot, mais m'ont servi de moteur, en fait, pour changer de route, Mmh. pour inventer un nouveau chemin, pour me dire: «OK, là, en fait, cette situation ne me convient pas». Hem et donc la colère, la déception, la frustration, pour moi, c'est des émotions qu'il faut savoir écouter, quoi et se dire: «Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois changer». Et donc quand tu es en colère, tu tapes partout, tu cries partout ou qu'est-ce que tu fais du coup? Où est-ce qu'on se cache quand Non, je suis pas ou tu très refoules? ouais, je suis pas, très colérique, d'un point de vue enfin, ça se manifeste pas de manière grandiloquente, on va dire. Hem, mais c'est plutôt une colère, intérieure quand ça m'arrive et je dirais qu'effectivement, j'essaie de l'écouter et de savoir quelle est vraiment la raison, pourquoi ça me travaille comme ça et est-ce que c'est, une situation injuste? Est-ce que c'est, quelque chose qui m'a blessée parce que c'est lié à des blessures, profondes? Et donc d'avancer pour, cheminer et changer ça, quoi. Ces introspections en fait sont pas toujours faciles quand on est, dans la tourmente de l'émotion, mais Ouais, en tout cas, c'est intéressant je pense de comme tu dis, de rajouter ce moment de créativité, peut-être de prise de recul, mais de revenir à la créativité comme, ouais, de laisser en fait, passer. exactement et ça peut être très beau enfin, en tout cas, d'accueillir ses émotions, enfin, quelles qu'elles soient, pour l'utiliser dans sa création. Ça les transcende, en fait. Ça leur donne, du sens. Hem, Même si c'est une immense tristesse, par exemple, il y a je sais pas si tu es familière avec la notion d'art-thérapie, mais Mmh. on travaille, nous, à l'atelier avec, quelques art-thérapeutes ou des personnes, des artistes en tout cas, qui ont développé des approches pour, hem en fait, utiliser, la pratique artistique comme outil pour, aller mieux, et c'est extrêmement puissant, ouais, extrêmement puissant. C'est vraiment, ça va pas guérir, c'est sûr, ça va pas, ça ne remplace, pas du tout la médecine, mais c'est vraiment un outil, comme, c'est ça, avoir dans sa boîte à outils, c'est un super pouvoir, quoi. Oui, c'est une complémentarité. On Mmh, parle souvent, voilà, de médecine parallèle ou de médecine complémentaire et je pense que c'est un croisé mmh, entre, les 2 qui font, exactement, qu'on va avoir une autre approche de ouais, ce que l'on est, ce que l'on fait. ouais. Et puis parfois, je pense par exemple, aux personnes qui traversent un deuil, ou une épreuve de vie très difficile, ça peut être, dur pour certains ou certaines de mettre des mots, et en fait passer, sur le côté par, Mmh. l'expression artistique, ça peut faciliter aussi le fait de déposer les choses, d'une autre manière en fait. Ouais, en tout cas, c'est beau parce que on ressent ce sentiment de dire, ben, il y a plein d'autres choses où je peux aller, explorer
sans mettre des mots et ça peut être des mots qui vont sortir de mon corps, Ouais, de mes mains. exactement. Et c'est vrai que parfois on oublie. Donc merci de ce rappel, de cet outil. Et pour quelqu'un justement qui se sent submergé, déconnecté de tous ses ressentis, qu'est-ce que tu conseillerais pour retrouver justement cette créativité? Parce que parfois on ne sait pas en fait quelle approche on pourrait avoir. Alors oui, on sait que on pourrait utiliser nos mains pour faire des choses, mais qu'est-ce que toi tu conseillerais par rapport à ça? Hem, alors effectivement, dans l'acte créatif, que ce soit, on parlait de peinture, mais ça peut être la musique, du théâtre, l'écriture, peu importe. Hem, c'est un bon moyen de se reconnecter, à soi parce qu'on est pleinement dans l'instant présent quand on crée. On arrête de tourner en rond, de ruminer et cetera et c'est un peu comme quand on était enfant et qu'on était voilà, hyper focus sur ce que l'on faisait. Donc moi, je conseillerais aux gens qui savent pas trop par quelle boule prendre, de réfléchir à ce qui leur procurait de la joie quand ils étaient enfants. Hem, il y a forcément des choses, qu'on aimait faire et qu'on a eu tendance, avec les années, l'éducation, les soucis du quotidien et cetera, à mettre de côté, à arrêter de pratiquer et donc voilà, essayer de se souvenir de ce qui nous procurait de la joie quand on était petit et s'accorder ensuite, du temps pour le faire, sans jugement, sans pression de résultat, mais juste retrouver cette joie d'enfant, qui nous animait. D'accord. Oui, c'est vraiment, peut-être aimer à dessiner, aimer à faire du collage, aimer, Exactement, coller des gommettes ou autre. Je donne, exactement. Ouais heu, et après tirer le fil de manière assez naturelle vers, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, mais se laisser assez porter par cet élan, instinctif de l'enfance, quoi. Mmh. c'est, oui, c'est un bon point de repère déjà pour commencer. Mmh. Après, comme tu dis, on tire le fil et des choses, peuvent arriver, d'échanges, ou autres. Hem, Très bien. Est-ce que, donc après on a ce côté, donc créatif, on a côté émotion qu'on a pu un petit peu, heu, parler. J'aimerais qu'on parle de la réussite extérieure. Alors la réussite extérieure, les chiffres, la carrière, tout ça, on sait. Mais, pour toi, déjà, penses-tu qu'il y a à l'opposé une réussite intérieure? Et est-ce que ce côté, réussite extérieure et intérieure, y aurait-il un lien avec la créativité ou qu'est-ce que voilà, toi, ça te parle? Qu'est-ce que ça te résonne, par rapport à ça? Oui, je pense qu'effectivement, pour moi, la réussite, j'ai mis, je pense un peu de temps à comprendre ce que c'était et encore peut-être qu'il faut toute une vie, mais en tout cas, le, je pense que la réussite, n'est presque qu'intérieure. C'est, pour moi être, aligné, se sentir ancré, être aligné entre, ce qu'on fait, ce qu'on dit, la manière dont on pense, voilà, qu'on ne fasse, qu'un et qu'on qu'on se sente ancré. Moi, j'ai fait des études, j'étais assez bonne élève à l'école. J'ai fait donc, une prépa, après, le lycée. J'ai intégré, une grande école de commerce, donc j'étais destinée plutôt à un métier, une carrière, on va dire, j'ai travaillé 6 ans dans le conseil après, donc, à une carrière, plus de réussite, sociale, on va dire et au bout de 6 ans dans le conseil, j'ai décidé de créer donc, Le Pan avec, une de mes amies, Juliette et d'un point de vue extérieur, ça sonnait comme, bah, c'est elles ont pété un plomb, quoi, comme une lubie ou voilà et en fait, je pense que ça a été la première pierre, en tout cas, pour me sentir, plus alignée, et heu 6 ans plus tard, et je pense que ça va continuer, mais 6 ans plus tard, je me dis déjà que voilà, ça fait sens, que je sais pourquoi je l'ai fait et donc pour moi, la réussite, elle vient surtout de là, quoi, de se sentir, aligné et donc pour faire le lien aussi avec la créativité, hem, j'ai l'impression d'avoir inventé mon métier, en fait, d'avoir eu une idée avec, Juliette donc quand on a eu cette idée, de l'avoir ensuite, matérialisée et même, au quotidien aujourd'hui, d'inventer ce qu'on a envie de proposer au monde, quoi. C'est, toujours inventer des nouvelles choses, et ça, c'est assez, grisant, finalement, d'inventer son propre métier. Et est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple de,
il y a 6 ans, vous aviez, commencé, comment? Et aujourd'hui, est-ce que, vous avez réinventé quelque chose? Est-ce que tu aurais un exemple par rapport à cette évolution justement de recréer, Ouais. ce métier, cette proposition? Ouais, bah, alors, il y a eu déjà un moment assez fondateur, c'est on s'est lancé, on a démissionné nos boulots de consultante, très bien payés, en CDI, avec des congés payés et cetera et on s'est lancé, on a cherché, donc un espace, dans Paris pour pouvoir ouvrir, cette école et on l'avait trouvé. On avait trouvé aussi des financements et puis là, il y a eu le covid qui est tombé le premier, le très, très dur, celui qu'on pensait qui allait durer 2 semaines et que tout allait rentrer dans l'ordre après. Et donc là, on a vraiment été obligé de se réinventer tout de suite parce que c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. On pouvait pas du tout lancer le concept tel quel. Et donc, on l'a lancé de manière, ce qu'on pensait provisoire, avec des cours en ligne. Et finalement, ça a fait voilà, effet boule de neige à ce moment-là, parce que aussi les gens avaient envie de se remettre à faire du dessin, de la peinture, du collage, avaient du temps aussi. Et puis, il y avait quand même beaucoup d'anxiété à cette période-là. Et donc, ça a aidé beaucoup à réguler ses émotions. Et donc, on s'est fait connaître assez rapidement par le bouche à oreille. Voilà, on donnait des cours sur Zoom et puis on est passé de 10 à 50, à 100, à 200 personnes. Enfin, c'était... Et aujourd'hui encore, on continue les cours en ligne parce qu'en fait, on a des gens de toute la France ou même à l'étranger qui suivent nos cours et qui nous demandent de continuer. Donc, voilà, ça, on l'a poursuivi. Et après, quand on a pu, on a ouvert un lieu, un espace à Paris. Et donc voilà, c'est une liberté qu'on a, Juliette et moi, de pouvoir réinventer à chaque fois la roue et proposer des nouvelles choses aux élèves, aux participants qui nous suivent. Bravo. Du coup, c'est un vrai exemple de réussite, intérieure et extérieure. Du coup, cette quête de sens aussi mêlée un peu à tout ça, à cette définition du mot, réussite. Donc, merci pour, tous ces partages. Hem, est-ce que, d'avoir le sentiment, hem, d'être freiné dans tes projets, lorsque, la peur débarque? Est-ce que, tu as eu à un moment ce sentiment que les projets étaient freinés, ralentis par rapport à des peurs personnelles ou des peurs, peut-être, de Juliette ou de ton entourage, qui ont pu en fait avoir tu as eu ce sentiment-là? Ou Alors, moi, c'est vrai que je suis peu encline à la peur. mmh Je suis assez fonceuse. Souvent, je me dis, allez, on y va, on verra bien après. Et en fait, c'est pas forcément, selon les situations, un bon trait de caractère. Parfois oui, parfois non. Et en fait, de manière assez, sans m'en rendre compte, je suis entourée dans mon cercle très très proche. Je pense à mon associé, je pense à mon compagnon, je pense à mes meilleurs amis, de gens qui sont plus prudents que moi, dans le bon sens du terme. Et qui donc vont m'aider à, dans ces moments-là, à se dire: «Attends, juste réfléchis 2 secondes. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas juste aller un tout petit peu plus à droite ou un tout petit peu plus à gauche?» Parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois quand on fonce de revenir en arrière. Ça peut entraîner des conséquences, voilà, c'est toujours plus compliqué. Et donc finalement, j'ai pris le pli de, effectivement, les consulter, et toujours être, voilà, dans l'échange, avant de prendre une décision. Parce que sinon, je peux, voilà, avoir des décisions assez, instinctives, mais trop rapides, quoi. Mmh. et justement, est-ce que la première fois qu'ils t'ont dit: «Non, mais non, là, réfléchis un peu», comment toi tu l'as vécu? Est-ce que Ouais, c'est direct tu t'es dit: «Mais non, faut y aller là, ouais, tout de ouais, suite, c'est c'est le moment» difficile. Ouais, ouais, c'est ou est-ce difficile que parfois. tu as réussi à ralentir? Ouais. Ouais, ouais, j'ai au début, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire: «Non, non, mais on y va, on verra, ça peut marcher», et puis, bah, avec Juliette justement, on se contrebalance, hyper bien là-dessus, parce qu'elle, elle est plus analytique. Elle réfléchit, à tous les plus et les moins avant de prendre une décision. Hem Et donc, bah, ça a été le cas, quand on a,
dû trouver un local à Paris. C'est quand même assez engageant, les beaux commerciaux, les 369, les 10 000 euros de frais d'agence. Voilà, donc c'est pas une décision qu'on pouvait prendre à la légère. Et donc, voilà, on a beaucoup échangé sur le sujet. Et c'est vrai que j'aurais pas forcément pris les bonnes décisions toute seule, quoi. Et à l'opposé, j'ai envie de dire, est-ce que tu as eu des moments où justement ta joie t'a poussé dans l'élan de faire quelque chose? Donc, on parle d'instinct, mais en fait, c'est aussi ce sentiment de joie. On sent que ça va être joyeux, donc on y va, porte ouverte, même si on entend que c'est un peu l'inverse. Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça que tu as pu avoir? Ouais, bah, la joie, c'est vrai que c'est, je pense, l'un des principaux moteurs pour se lancer à corps perdu dans un projet. Il y en a d'autres, mais la joie, c'est l'élan, en fait. Mmh. C'est l'envie de se lever le matin et de mener ce projet. Je sais que là, ce qui me procure énormément de joie depuis quelque temps, c'est la peinture. Je j'ai une fixette un peu obsessionnelle sur la peinture. Et donc, voilà, j'y passe vraiment beaucoup de mon temps libre. Je fais moi-même beaucoup de stages au PAN en tant qu'élève. Voilà, je prends des cours, j'en profite, hein. Et je me suis fait un petit atelier dans un coin de mon salon. Mon copain n'est pas super content parce que ça commence à prendre beaucoup de place. Mais, ouais, ouais, en fait, c'est important, je pense, de quand on teste quelque chose, de voir, ah, ça vraiment, ça me met en joie, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de, même si c'est à 21 h le jeudi soir, un soir d'hiver, j'ai envie d'aller à ce cours, j'ai envie d'aller voir cette pièce de théâtre, j'ai envie d'aller faire ça. Et donc, et de pousser à fond, quoi. Mm. Ouais, c'est en tout cas, beau de pouvoir le constater et d'avoir, des exemples parce que, on se pose rarement, la question: «Ah bah, tiens, c'est vraiment la joie qui m'a mis, dedans ou c'est la peur là m'a un petit peu freiné». Donc, en tout cas, merci de nous donner, ces exemples et de pouvoir, partager ça. Parce que ça peut aussi, faire, résonner, à quelqu'un justement, se dire, «Bah, tiens, je moi aussi ça m'arrive et j'ai envie de découvrir qu'est-ce Mm. qui me met en joie en fait». Donc, Exactement. merci. C'est peut-être lié à tes valeurs aussi, tout ça de curiosité, d'échanger, d'expérimenter, de nous partager ça. En tout cas, c'est moi je le vois comme ça et merci parce que ça me donne vraiment envie d'aller, explorer un petit peu, le dessin que je pouvais faire quand j'étais, Ouais. enfant. Oui, et puis on se dit, enfin, il n'y a pas de temps perdu, quoi. On peut Mmh. tester les choses, et même si on n'est pas bon tout de suite, enfin, c'est même pas une question d'être bon ou pas bon, quoi. C'est juste effectivement trouver du plaisir à le Mmh. faire. Ben, justement, j'avais cette question de d'être bon ou pas bon. Donc ça, c'est du jugement souvent interne qu'on a par rapport à la créativité. Est-ce que, y a-t-il un niveau où, c'est on pourrait dire que c'est l'émotion qui va déterminer notre niveau? Qu'est-ce que Hem, bah, ça, c'est une fausse croyance que j'aimerais justement, bon, j'essaye le plus possible, de combattre, et de véhiculer autour de moi. C'est cette notion de don, de talent, de je ne sais pas faire, ça va être moche, ça va être nul, je suis nul, et cetera. Nous, c'est vraiment pour ça, enfin, en partie pour ça qu'on a créé le PAN. C'est essayer de dire, bah, notre slogan d'ailleurs, c'est tous artistes. Donc tout y est. Mais c'est de dire, tout le monde peut créer, en fait. Tout le monde peut se revendiquer artiste. Il y a vraiment pas de barrière à ça. Et d'évacuer toute notion de talent. Pour moi, c'est un mot qui nous complexe énormément. Je pense que dans la culture française aussi, c'est très ancré, cette notion de chef-d'œuvre, de maître de l'art, et cetera. Alors que, je pense à des cultures plus anglo-saxonnes, qui sont plus dans l'expérimentation, et cetera. Mais en tout cas, la notion de talent pour moi n'existe pas, c'est du travail. Quand on voit un chef-d'œuvre, que ce soit, d'un grand maître de la Renaissance ou d'un artiste contemporain, en fait, derrière, c'est des heures, des mois, des années d'expérimentation, de tests, d'échecs, de travail, en fait, pour en arriver là.
Et donc, c'est normal. Nous, on a des élèves qui arrivent en s'excusant de ne pas savoir dessiner, alors qu'on est une école de dessin. C'est quand même, Oui. c'est quand même voilà. Et on fait des stages qui s'appellent Débuter le dessin ou l'anti-stage de dessin, justement pour décomplexer. Et, et ils arrivent quand même en nous disant: «Je suis désolée, je ne sais absolument pas dessiner. Ça a toujours été un rêve depuis que je suis petite, mais j'y arrive pas». Et en fait, c'est normal. Mm. Donc voilà, c'est se sortir de la tête cette notion de talent et cette exigence de résultat, en fait. Qu'on se met soi, finalement, Qu'on se met soi. ou Ouais. parfois de notre entourage, parce qu'on a entendu Ouais. qu'à un moment, bon, tu sais pas très bien dessiner, et donc Ouais. Ouais. on va se le garder. Ouais, exactement. Je vais m'inscrire à ton cours. Tu m'as dit quoi? Anti-dessin? Anti-stage de dessin. Ouais. Anti-stage, c'est bien ça. C'était Je note, vraiment pour je dire, vais voilà, il regarder. y a vraiment pas de notion de niveau, quoi. On déconstruit l'apprentissage du dessin, mais on Ouais, dessine. je le note. En visio et en vrai, c'est ça. C'est Est-ce que plutôt à l'atelier, celui-là. tu Ouais. vas plutôt à À l'atelier? Paris, ouais. D'accord. Et on trouve tout le programme, j'imagine. Sur le site du PAN. Ouais. D'accord. Et il y a moitié-moitié de cours, présentiel, atelier, Oui, c'est visio, ça. ou Ouais, on c'est fait les deux. en même temps? Non, c'est pas en même temps. C'est vraiment soit on est pleinement, l'artiste est pleinement avec le groupe en présentiel, soit c'est vraiment une vidéo, un cours vidéo que l'artiste donne. On a un petit studio en fait d'enregistrement et donc on voit vraiment le geste de l'artiste de manière très proche grâce à la système de caméra qu'on a mis en place. Mais c'est pas hybride. D'accord. Et on peut poser des questions en live, ou On a c'est... quelques cours en live et sinon ils sont enregistrés et disponibles en replay. C'était pour mon information, pour pouvoir peut-être commencer bientôt. Avec plaisir. Merci. Je vais faire une transition sur... tu vois, on a parlé donc de la réussite. J'aimerais parler de la puissance. Alors déjà, c'est un mot parfois qui fait peur, parce que la puissance, par peur d'écraser, peur de briller. On pourrait parler de talent, justement, tu vois, d'être peur d'être talentueux, ou de ne pas l'être. Est-ce que toi, est-ce que tu as une définition du mot puissance, et qu'est-ce que toi, ça t'évoque, ta puissance, ou la puissance, de manière générale? C'est une très bonne question parce que je trouve que c'est pas évident. Hem, moi, j'ai mis du temps, à comprendre, ma puissance, comme tu le dis. Je pense que, peut-être en tant que jeune fille, que femme ensuite, on n'est pas forcément éduquée à ça, à se sentir puissante. Un des premiers jalons, on va dire, pour moi, ça a été effectivement de quitter mon job et de monter ma boîte. Je pense que ça a été une première étape assez importante. Mais après, quand on se lance en tant que jeune entrepreneur, et en plus on était un duo de femmes, donc on prenait des conseils à droite à gauche, et puis on changeait d'avis tous les 2 jours parce que les conseils n'étaient pas les mêmes. Donc c'était pas évident. J'étais en plus avec quelqu'un qui montait en même temps sa boîte et qui n'avait pas forcément la même vision de l'entrepreneuriat que moi, et j'étais très influencée par sa vision. Donc j'étais je me faisais pas forcément confiance en fait quand j'ai monté le PAN. Et puis petit à petit en fait on a fêté nos 1 an, nos 3 ans, nos 5 ans, et puis la confiance, la stabilité est arrivée à ce moment-là, et de se dire en fait on fait les bons choix quand on s'écoute. On s'est rendu compte en fait que en tout cas moi quand j'ai tendance à retarder une tâche indéfiniment ou à prendre une décision, enfin voilà, que j'arrive pas à prendre une décision, que ça me prend la tête. Par exemple, au début, on voulait lever des fonds auprès d'amis, de famille, d'anciens collègues, etc., qui voulaient faire partie de l'aventure. Et en fait, on n'arrivait pas à se... Enfin, ça a mis du temps, en fait. Ça a mis vraiment énormément de temps. C'était pas normal. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on n'en avait pas envie. On avait envie d'avoir notre propre bateau et d'être les seuls capitaines à bord. Et donc ça, je pense que c'est une des leçons que j'ai tirées de cette période-là, c'est de se dire, en fait, il faut qu'on s'écoute, qu'on se fasse confiance. Notre intuition, elle nous guide quelque part. Et effectivement, le PAN, 6 ans plus tard, ça n'aurait pas été ce qu'on a aujourd'hui si on avait eu des investisseurs avec nous et cette pression aussi financière derrière nous, quoi. Donc, je dirais que ça a été une première chose qui m'a aidée à
comprendre ma puissance, c'est vraiment l'intuition, en fait, se fier à l'intuition. Et une chose peut-être aussi plus sociétale, je parlais justement du fait qu'en grandissant femme, on n'a pas forcément conscience de ça. Mais c'est l'éveil au féminisme. Je trouve que ça donne aussi, enfin en tout cas moi, ça m'a donné énormément de puissance de comprendre que il y a des mécanismes qui nous entourent. On vit dans une société qui est faite de telle façon que on n'est pas forcément consciente des mécanismes, mais en fait, on se sent pas forcément puissante, on se sent pas forcément à l'aise avec certaines décisions, avec l'entrepreneuriat, avec voilà, la vie qu'on veut mener, etc. Et donc, en lisant beaucoup de choses là-dessus, puis après, c'est aussi ma génération, je pense qu'on a cette chance-là par rapport aux générations de nos mères ou de nos grands-mères. Mais ça nous a, je parle aussi au nom de mes amis, mais ça nous donne une force, en fait, une très grande force, et de se sentir moins seul aussi quand il y a des choses qui nous arrivent. Et, et donc, je dirais que l'éveil au féminisme et cette rage et cette colère qui est finalement assez positive parce qu'elle permet de changer les choses, la société, ça a été aussi pour moi un pilier pour me sentir plus puissante. Mais je pense que, comme tu dis, hein, l'entrepreneuriat nous dévoile notre puissance, mais notre intuition aussi dévoile ce que l'on est et prendre conscience de ce que l'on est. Je pense que c'est un chemin de vie, de toute une vie, peut-être, de savoir Ouais. ce que l'on est, mais en tout cas, comme tu dis, chaque étape permet ça. Et c'est beau de les noter, en tout cas, de faire ces petites victoires de puissance à un moment. Et bravo, voilà, vraiment. Est-ce que toi, tu aurais un livre à conseiller justement aux auditeurs sur le féminisme, ou quelque chose ou un film, ou quelque chose qui t'aurait peut-être Euh, poussé? ouais, alors j'ai lu récemment un livre de Marie Dariussec qui s'appelle Être ici est une splendeur. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais je Et note. ouais, pour cet été Ouais, peut-être. ouais. C'est un très beau livre en fait sur une peintre allemande qui s'appelle Paula Modersohn-Becker, qui est une peintre peu connue, comme la plupart des peintres Féminin. femmes, et qui a été notamment l'une des premières à se peindre, à faire son autoportrait enceinte. Et ça date du 19e siècle, Ah oui. ou début du 20e, je ne sais plus. Donc, c'est quand même assez tardif Oui. pour, je trouve, un des sujets les plus importants de la vie. Euh, mais, euh, mais donc voilà, c'est un livre qui réunit effectivement pas mal de mes passions entre la littérature, le féminisme, la peinture, et c'est extrêmement bien écrit. Et la vie de cette femme est assez incroyable. Ouais. Tu nous le rappelleras pour qu'on mette un petit lien Oui. en dessous la vidéo pour justement tous ces petits détails, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, ces interviews, c'est de prendre toutes ces petites astuces qu'on a pendant, et donc de pouvoir les diffuser et que ça résonne Ouais, au avec maximum de plaisir. personnes. Et je reprendrai aussi la citation de Camus. Tu me la rappelles du coup? Créer, c'est vivre 2 fois. Très beau. Euh, Si tu avais à donner un paysage ou une fleur pour te décrire? Euh, Alors, c'est compliqué comme question parce que j'hésite entre les deux. Les fleurs, pour moi, c'est particulier parce que c'est mon sujet de prédilection en peinture. J'ai été en stage avec une artiste qui s'appelle Charlotte Barrault, qui peint les fleurs de manière exceptionnelle. Et je suis très inspirée par Georgia O'Keeffe. Je ne sais pas si tu vois ces peintures de fleurs très zoomées. Et pour moi, en fait, les fleurs, ça symbolise vraiment la puissance, quoi. Sous la douceur, la puissance, et l'ancrage aussi, et le fait qu'elles se renouvellent chaque année. Enfin, je trouve que c'est un symbole. Et puis il y en a tellement. Enfin, voilà. Donc j'hésite entre les fleurs et en même temps, je suis aussi très attachée à la mer. Je suis bretonne et donc je suis très attachée à l'océan. Et c'est vrai que pour moi, ça m'apporte énormément d'apaisement quand je vois la mer. Je me sens tout de suite, ok, ça va. Et puis, ouais, je trouve que donc je dirais peut-être la mer comme paysage, parce que pour moi, ça symbolise
à la fois la profondeur, mais en même temps, quand il y a des vagues, le fait de pouvoir se mettre en planche. En fait, faut pas essayer de nager dans ces moments-là quand on se noie. La scène ne te fait pas le même effet, tu veux dire? Alors, je préfère l'océan ou la mer en Bretagne, l'Atlantique. Mais voilà, se dire qu'en fait, on a voilà, cet ancrage-là, cette profondeur, ce bleu, enfin tous ces bleus qui représentent la mer. Donc, je dirais effectivement plutôt la mer comme paysage. Allez, une fleur quand même qui te représente les deux, du Alors, coup. impossible de citer une fleur. Impossible. Enfin, d'en citer une en particulier. Je pourrais te C'est- dire toutes les fleurs, mais j'ai pas de fleurs. En tout cas, la définition que tu as donnée, j'avais l'impression vraiment de te voir. Tu as dit la fleur représente la puissance douce et forte. Ouais. J'avais vraiment l'impression de te voir comme un bouquet de fleurs. Ah bah, je prends le compliment. Donc j'entends que tu ne puisses pas choisir une fleur. Et tu as dit elle se renouvelle tous les ans. Et c'est ce que tu as montré en disant dans ton milieu professionnel que tu te renouvelais. Donc, Ouais. je pense que on va dire un bouquet de fleurs. Ouais, très bien. Un bouquet de fleurs. Exactement. Bah, merci pour cette belle description. J'ai parfois une fleur, mais là, le bouquet de fleurs, ça me va aussi. Un champ de fleurs. Un champ de fleurs et une mer. Merci. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore libérer leur créativité, leur potentiel, leur talent artistique, leurs dons? Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quel serait ton message? Je pense que ça serait de ne pas se mettre la barre trop haut. J'en reviens toujours à ça, mais parce que c'est ce que j'observe le plus à l'atelier quand les gens viennent et débutent. Il y a une telle pression sur ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, le résultat, etc., que en fait, ça annihile complètement au début le lâcher-prise qui est nécessaire à l'acte créatif. Et donc, je dirais, voilà, c'est pas se mettre la pression, y aller sans jugement. En se disant, bon, je teste quelque chose, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, que j'ai pas peint, j'ai pas fait de théâtre, j'ai pas fait de musique, mais j'ai envie de m'y mettre. Ou bien là, je suis enfin à la retraite, j'ai du temps pour moi, allez, je me lance. Mais sans se dire que, en fait, on n'a pas besoin que ça soit parfait et ça sera jamais parfait, en fait. Donc voilà, ne pas se mettre la pression pour pouvoir justement, parce que c'est contre-productif en plus. Donc, et puis pour pouvoir vraiment apprécier le moment présent, apprécier l'acte créatif. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de lâcher prise, de cette notion de lâcher prise. Alors, c'est peut-être parce que c'est une notion qui pour moi, c'est un peu se lâcher la grappe. Ouais. Mais qu'est-ce que toi, quelles sont ces clés justement pour lâcher prise ou Ouais. par rapport à la créativité? Est-ce que c'est oser, comme tu disais, ou est-ce que... Ouais, c'est se foutre la paix. Et puis après, nous, on essaye d'avoir des outils assez concrets à l'atelier pour permettre justement aux élèves de lâcher prise. Parce que c'est beau de le clamer, mais il faut pouvoir aussi le véhiculer et l'incarner. Je pense à certains de nos ateliers avec Laure Rollin, que tu connais bien, ou même Sophie Gauthier, qui commencent toujours leurs ateliers par un moment de méditation. Donc ça permet vraiment de sortir de ce qui se passait avant, de notre quotidien, et de s'ancrer dans le moment présent et d'être ensuite beaucoup plus dans le moment présent pour créer. Et donc, ouais, voilà, c'est d'avoir en fait sa petite boîte à outils comme ça, ou des rituels aussi, quand on se met à créer. Mettre son tablier, par exemple, à chaque fois qu'on s'installe pour créer. Allumer une bougie si c'est chez soi. Avoir un rituel, en fait, qui nous permet de nous mettre un peu dans notre bulle et de dire au cerveau, ah là, ok, ça y est, je me mets dans une posture de... C'est mon moment, je me détends, je vais peindre, je vais faire de la céramique, je vais créer, et je le fais pour moi, pour me faire du bien, et pas pour ce que ça va donner à la fin. Et toi, depuis 30 ans de céramique, Ouais. as-tu un rituel? Ouais, j'en ai plein, mais alors j'ai souvent changé d'atelier, mais je sais qu'il y a donc mon tablier déjà, ça c'est un rituel. Souvent, je me mets un podcast, et puis là, je suis dans un atelier dans le 18e qui s'appelle la Manufacture Sauvage, qui est
un atelier où on peut. Enfin, c'est un atelier libre en fait, donc je peux venir un peu quand je veux. Et donc j'ai mon petit rituel. Bah, en fait, quand on fait de la céramique ou même de la peinture, il y a des outils en fait. Donc ça fait partie aussi des premières minutes de mise en route, de choisir ses outils, de laver son pot, de prendre de Mmh. l'eau, et cetera. C'est toute une installation qui permet aussi à son cerveau de comprendre que là, ça y est, on y est, on va commencer, quoi. Super. Est-ce que tu aurais, un mot de fin, quelque chose à rajouter que tu penses qu'on n'a pas, évoqué? Non, je vois pas, mais merci pour ton invitation, Cécile. J'ai été ravie Merci d'échanger pour avec toi. Merci pour, toutes ces astuces de la créativité. Je vais regarder, plus précisément ce cours, pour commencer peut-être ou reprendre, Tu es la bienvenue, avec ce plaisir. ce le dessin. Merci infiniment de vraiment de prendre ce temps de pouvoir, t'ouvrir, de parler de toi autrement. On retrouvera, ton parcours, bien sûr, sur la vidéo, si on veut plus en savoir et d'avoir, tous ces liens. Voilà. Merci. Merci, Cécile. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Si cet échange avec Margot a fait vibrer votre créativité, ne laissez pas cette énergie s'éteindre ici. Tous les contacts du pan sont dans le descriptif. Pour aller plus loin et transformer ces prises de conscience en une force durable, je vous invite à télécharger l'application Pâquerette. C'est l'outil que j'ai conçu pour vous accompagner au quotidien. Vous y trouvez des audios spécifiques par émotion pour retrouver votre concentration et votre force intérieure. Des séances dédiées pour identifier et libérer vos blocages émotionnels. Et bien sûr, vous pourrez y réécouter toutes les interviews du podcast pour approfondir chaque thématique à votre rythme. Faites de votre courage votre plus grande puissance. Téléchargez Pâquerette dès maintenant sur l'Apple Store ou Google Play. À très vite pour un prochain Instant Pâquerette.